Et ben, je crois qu'on est parti. On est parti pour l'enregistrement de ce deuxième épisode de la rentrée avec Charles Guiriec. Salut Charles. Salut. Comment ça va ? Ça va, écoute, rentrée sportive, mais toi aussi. l'énergie là, 48 heures, 1000 abonnés en plus qui nous soutiennent, des messages d'amour de ouf, donc on va lutter contre le froid parisien. Ouais, on a une ère glaciaire qui s'est abattue sur nous depuis une semaine. Alors je sais pas trop quand cet épisode va sortir, mais je pense que vous vous en souviendrez bien. Le mois de septembre n'était pas le mois le plus chaud de l'année, ça c'est sûr. Année de merde pour la pêche. Ce qui n'en contredit absolument pas toutes les vérités sur le changement climatique. Je vous vois venir tous là. Aujourd'hui, on va parler de la pêche. Il y a pas mal de sujets en ce moment. On parle beaucoup de Paul Watson qui a été arrêté au Groenland. On parle beaucoup de surpêche. Il y a beaucoup d'actions d'associations comme Bloom au Parlement européen sur le chalutage des fonds marins. Et voilà. Et du coup, Charles Guiriec, toi, tu as fondé Poiscaille. Et du coup, tu es en plein dans cet écosystème de la pêche, de la politique aussi autour de la pêche, parce que tu as été au gouvernement sur ces sujets. Gouvernement. Tu as été dans un ministère. Et du coup, je suis très très content d'enregistrer cet épisode avec toi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et me raconter un peu ton parcours de marin-pêcheur, de ministre ou d'être au cabinet ou dans un ministère, et puis ensuite ton parcours d'entrepreneur. Donc je m'appelle Charles, j'ai 40 ans, je suis né à Bordeaux. Je suis un grand fan de pêche, mais pêche amateur. Donc j'adore pêcher maintenant. Je repêche la crevette, je pêche à la ligne, je pêche à la mouche, je pêche au leurre. Voilà, j'ai beaucoup pêché depuis tout gamin. J'ai des photos en couche-culotte où je suis en train de pêcher les crevettes. Ça se pêche où les crevettes ? C'est en pleine mer ou... Non, bord de mer. Bord de mer. Là, c'était à Royan. Ma grand-mère, mes grands-parents avaient une maison au bord de l'eau, donc j'allais passer tous mes étés là-bas. C'est bottes et épuisettes, du coup. Voilà, exactement. Bottes, épuisettes. Je rentrais, ma grand-mère me faisait mes petites crevettes. Elle allait acheter des sols au marché chez les pêcheurs. Elle m'a appris à décortiquer ma sole quand j'avais 4 ans ou je sais plus quoi. Enfin voilà, donc ça et bassin d'Arcachon après. Mes parents ont eu la bonne idée de s'installer sur le bassin d'Arcachon avant que ce soit la folie qu'on connaît maintenant. Et donc moi j'ai passé énormément de temps. Je me suis viré de mon groupe de musique quand j'étais ado parce que j'allais trop à la pêche. Bref, donc fan de pêche. Je fais naturellement des études là-dedans, dans la bio. Je rentre dans une école d'agro, mais qui était agricole parce que c'était à Dijon. Je savais pas trop où j'allais. Et en fait, j'arrive à me réorienter vers l'agro à Lieut. Donc en gros, il y a une spécialité pêche dans l'agronomie qui se passe à Rennes. Et donc, je deviens ingénieur agro, spécialiste des ressources aquatiques. L'halieutique, c'est la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques. Donc, aussi bien mer que rivière. Ça va de l'évaluation des stocks de poissons tels qu'on connaît, que fait l'Ifremer, jusqu'à travailler pour les pêcheurs, pour les syndicats de pêcheurs, qui ressemblent plus à ce qu'on peut faire dans la coopération agricole ou autre, quoi. Et c'est une filière qui ne recrute pas beaucoup, la filière halieutique. Il y a une centaine d'ingénieurs qui sortent, je crois, par an, mais il n'y a pas des tonnes de postes. Il faut savoir que la pêche, c'est un tout petit secteur. Il y a 4500 navires de pêche en France, quand il y a plus de 400 000 exploitations agricoles. Donc c'est vraiment une autre échelle. J'aime bien que tu fasses tous ces parallèles avec l'agronomie, l'agriculture généraliste, parce que je pense qu'on en refera plusieurs dans cet épisode-là. Donc 4500, quand tu dis des navires, c'est quoi ? C'est quelle taille ? C'est de la barque jusqu'au navire industriel ? De 8 mètres jusqu'à, je crois, le plus gros bateau français, il doit faire, sans le Scombrus, je crois, il a 90, je sais plus. Maintenant, la Lenny Silena, là, dont on parlait, il est rentré. Mais la majeure partie des bateaux sont tout petits, petits, moins de 12 mètres. On peut en reparler après. Et donc, comme c'est une filière qui ne recrute pas beaucoup, je commence par faire observateur des pêches. Donc j'embarque sur les bateaux de pêche pour au début compter les dauphins autour du bateau. Donc, je suis vraiment à l'avant du bateau, regarder s'il y a des dauphins. Et petit à petit, compter les poissons, mesurer des poissons à chaque coup de filet et tout. Il y a plus chiant comme job quand même, compter les dauphins. Ouais, au début, c'était un peu chiant même, parce qu'en Méditerranée, je me tapais des coups de soleil devant, à l'avant, et voir des trucs pendant 3 heures, 4 heures. Si t'essayes de te faire plaindre, ça marchera pas trop, je crois, là. Mais c'est pas reposant, et surtout après arriver la période hivernale. Donc là, fini les comptages de dauphins sur le pont du bateau. On s'est tapé des sacrées tempêtes, mais surtout ce qui m'a vachement appris, c'est que j'ai embarqué sur
plusieurs types de navires. Et pour que ça se passe bien, ce truc-là qui est un peu un boulot de contrôleur, même si c'en est pas un, mais c'est vu comme ça, il faut bosser avec les équipages. Donc, au début, tu pousses une caisse de temps en temps pour les aider. Et puis à la fin, en fait, je déchargeais les caisses de poissons. Les mecs, ils voulaient presque m'embaucher en tant que matelot. Et c'était parti. Et ça m'a permis de voir la vie au quotidien avec les pêcheurs. J'ai vu à la fois du chalut, du grand bateau, du petit bateau. J'étais aussi pareil sur le bassin d'Arcachon à pêcher au filet avec des bateaux qui sortaient à la journée. Donc j'ai vu plusieurs techniques de pêche. Et c'est là où j'ai compris que, justement à Arcachon, j'ai croisé un pêcheur qui, lui, faisait de la vente directe. C'était assez anecdotique. On était en 2005-2006. C'était pas commun de faire de la vente directe et encore moins pour un pêcheur. Parce que les pêcheurs, traditionnellement, ils vendent à des grossistes, à la criée. Quoi, voilà. Et donc lui, il faisait cette vente directe. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'était un fan de ski et son fils était champion de ski, je crois, maintenant aujourd'hui. Et donc dès qu'il y avait un temps un peu mauvais, il disait bon ben on part, on va dans les Pyrénées, on va faire un entraînement, on va skier, etc. Alors que moi, je continuais à aller en mer avec les autres qui vendaient à la criée. Parce que lui, il avait un meilleur prix, donc grâce à ce meilleur prix, il pouvait se permettre de lever le pied de temps en temps. Quoi. Je trouve un vrai boulot d'ingénieur, on va dire, au ministère. Donc, je monte à Paris. Parce que ton boulot de contrôleur, c'est un boulot public ou c'est un boulot pour des syndicats? C'est un bureau d'études qui travaille pour l'État. Okay. Et justement, c'est pas contrôleur, tu fais que noter. Tu vois. Donc, moi, je notais, je transmettais. J'étais pas là s'il y avait des pratiques hors taille, une zone interdite, etc. J'étais pas là pour le faire. Enfin, j'avais rien à dire sur ça. Quoi. Il y a des pêcheurs qui... C'est de l'inventaire. Voilà, c'est de l'inventaire, t'es là, et puis voilà. Et donc, je monte à Paris, je travaille au ministère de l'Agriculture à la pêche, ce qu'on appelle la direction des pêches. Donc, j'étais pas au cabinet, j'étais simple chargé de mission, on va dire, sur un sujet qui était les économies d'énergie à la pêche, ce qu'on appelle aujourd'hui décarbonation. Il y avait déjà eu des crises. Je sais pas si tu te souviens, la Sarkozy qui s'engueule avec les marins pêcheurs, vient de battre et tout ça au Guilvinec. Et ben le problème, c'était le prix du carburant. T'es sans citer un homme, je crois que c'est ce jour-là. Là. Ouais, c'était ça, voilà. Descends, on va se parler et tout. Et le problème, c'était le prix du carburant qui avait atteint les 75 centimes et c'était 2 fois plus que le prix habituel. Et donc, il y avait un plan de dire on doit faire des économies, donc il faut subventionner l'innovation. Donc moi, j'ai travaillé au ministère pendant quasiment 7 ans. Je me suis occupé de ça. Je me suis occupé de subventions à des navires de grande taille qui changeaient leur moteur, donc ça faisait moins d'émissions de CO2, donc on les subventionnait, qui changeaient de technique de pêche, etc. Et là, il s'est passé 2 choses. J'ai un peu noyé, on va dire, mes espoirs de changer les choses. Parce que quand je suis arrivé au ministère, je me suis dit, cool, je suis là où les décisions se prennent. Moi, je connaissais pas du tout ce milieu-là, quoi. Je suis près des décisions, je vais peut-être pouvoir, influencer ou en tout cas passer des idées. À l'époque, j'étais très actif sur les forums de pêche amateur. Et donc, on débattait sur l'avenir de la pêche. Est-ce qu'il faut arrêter de pêcher en période de reproduction ou pas? Enfin, plein de trucs comme ça qui étaient assez passionnants. En tout cas, j'ai passé des soirées. Et donc, au bout de quelques années, je me suis dit, en fait, même si je deviens ministre, je sais qu'en fait, j'arriverai pas à changer les choses. Enfin, c'était une conclusion peut-être un peu rapide, mais de dire en fait, c'est loin, quoi. Ouais. Voilà, il y a tellement de pouvoir, tellement d'influence à la pêche. En gros, un ministre des Pêches, son rôle, c'est qu'il n'y ait pas le feu dans les ports et qu'il y a à lui de se débrouiller pour que ça tienne. Et c'est pas toujours évident. C'est plutôt un rôle curatif qu'un rôle de visionnaire sur la suite. C'est un peu la conclusion amère où j'ai senti ça. Je me suis dit, mince, en fait, on est juste en train d'accompagner cette filière vers la fin en essayant de faire le moins de vagues possible. Alors que c'est dommage, il y aurait beaucoup plus de choses à transformer. Bon, ça, c'est en 2010 encore. T'as l'impression que c'est encore le cas aujourd'hui ou que... Ouais, je suis pas dedans, je suis un peu à l'extérieur, mais... Oui, quand tu vois, là, on pourra reparler de tous les sujets, les plans de casse, les trucs du prix du carburant, tu vois, le sujet des dauphins. Je pense qu'il y a le problème est d'une complexité folle, mais je suis sorti de ça en me disant, j'ai pas l'impression qu'on soit dans ce truc de dire on a un plan, on sait où est-ce qu'on va aller. Et en parallèle, je me suis inscrit à une AMAP en arrivant à Paris, donc c'est panier de légumes. Il y avait La Ruche qui dit oui, qui venait de se monter, qui était tout neuf, quoi. Ça démarrait à peine. Je parlais de poissons à La Louve, là, le supermarché coopératif, le premier qui s'est monté à Paris, qui était en train de se créer au tout début, quoi. Et
Et donc, moi, je parlais de poisson à tout le monde. Je parlais poisson dans toutes les soirées, à part où j'allais à l'époque, où j'étais hyper content d'aller. Et je sentais une vraie envie, une curiosité sur le sujet. Et plein de gens qui disaient, moi, je suis breton, je mange pas de poisson à Paris. J'ai acheté un dos de cabillaud l'autre jour. J'ai l'impression de me faire arnaquer. Ça puait dans mon appart. J'en mange qu'en Bretagne. Donc, petit à petit, un peu, tu vois, les trucs se connectent. Je me dis, bah, tiens, je connais des pêcheurs, je connais des consommateurs. Essayons, quoi. Et c'est comme ça que les premières livraisons poiscaille se font, au cul du camion, complètement de manière pirate. Tu vois, c'était dans ma coloc qui était au but de Chaumont, vraiment à l'arrache, mais où je démarre poiscaille en parallèle de mon boulot au ministère. Et donc, poiscaille se crée en 2014. Et je crois que je me retrouve à temps plein pour poiscaille qu'en 2016. Donc, il y a une partie de... Ils le savaient au ministère ou pas ? Ouais, ils le savaient. Ils achetaient des caisses. Ils le savaient, ouais, je vendais à quelques collègues. Et ils le savaient, je m'étais mis à mi-temps un moment. Bon, il y a des trucs un peu border, tu vois. Je garais ma voiture à la Défense et je branchais mon frigo en rentrant de Rungis où j'allais chercher mes poissons parce que toute la logistique passe par là. Un jour, j'ai reçu un mail au bout d'un an, genre la camionnette poiscaille, il faudrait peut-être l'enlever, c'est pas trop autorisé, etc., quoi. Donc, il le savait, mais c'était, tu vois, j'allais le matin au ministère, puis le soir, je faisais du poiscaille, le week-end, je faisais du poiscaille, etc., quoi. Tu me disais tout à l'heure que le moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème, c'est quand tu avais cet ami pêcheur, du coup, que tu voyais un peu libre financièrement et de son temps aussi, et qui vendait peut-être moins, mais qui vendait mieux. Est-ce que tu as vu d'autres éléments qui montraient un peu le côté que l'industrie traditionnelle est un peu vouée à l'échec, des côtés de fin d'un modèle, quoi. Bah, moi, je l'ai vu, les choix de poiscaille de sourcing sur les chalutiers sur lesquels j'ai embarqué. Quand j'étais étudiant, on a fait un stage embarqué et moi, je suis allé chercher un chalutier. Donc, je suis parti une semaine en Irlande embarqué. Enfin, on est parti de Roscoff au sud d'Irlande. Et donc, pareil, j'essayais de filer un coup de main comme je pouvais parce que bon, tu sais pas trop où te mettre. C'est un milieu que tu découvres complètement. Tu vois, j'avais même pas 25 ans, tu vois. Donc, j'arrive avec des marins pêcheurs hyper aguerris. Mais en gros, à chaque coup de chalut, donc toutes les 3 heures, on se relevait, tu vois, sirène, tu te relèves, etc. Je me remettais à l'eau entre 10 et 50 kilos de maquereaux, hyper beau, tout frétillant, parce qu'ils n'avaient pas le droit de les pêcher, parce qu'ils n'avaient pas le quota, quoi. Et là, je me disais quand même, c'est dommage. Et si, quand moi, je me déterminais pas à les remettre à l'eau immédiatement, bah, en fait, la priorité des pêcheurs, c'était trier le poisson. Et puis après, ils jetaient tout. Donc les maquereaux avaient le temps de crever et ils repartaient à la mer morts. Il n'y avait aucune notion de se dire, tiens, si on les remettait maintenant, ça peut être bien. Et en fait, quand j'ai vu que c'était ça, je me dis, ok, donc on suit des règles, mais on ne sait pas trop pourquoi, ou on se pose pas la... C'est pas forcément un sujet, quoi. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme ça que c'est. Oui, c'est normal qu'on jette du poisson. Ça arrive. Et puis voilà. Ça vraiment... Et moi, surtout, ce qui m'a marqué, c'est le sujet des prix. Tu vois, on parlait de la criée, notamment plus quand j'étais dans le sud, donc on pêchait la sardine et l'anchois au chalut. Et donc, le truc de on va en mer, c'est genre mi-décembre, il y a un vent hyper froid, et donc t'es en Méditerranée, mais en fait, tu te les pelles. Tu pars à 2h du matin, toute la route, 4 heures de route, ça secoue fort et tout. On pêche 3-4 coups de filet, ça dure 5-6 heures. Il y en a un qui est hyper bien, genre on attrape 1 tonne d'anchois. On rentre à toute berzingue pour être à l'heure à la vente, on se fait secouer comme pas possible et tout. Mais tu sens les matelots, ils ont le smile, quoi. Ils sont là, genre on a fait 1 tonne, ça s'est vendu 10 € hier, les Espagnols ils en veulent à fond. Bon, c'est bon, quoi. On va tous prendre 2000 balles sur cette journée. Génial, ce soir on va faire la teuf, ou demain ou ce week-end, j'en sais rien, etc., quoi. Et le lendemain, tu montes à bord, genre alors et tout. En fait, l'anchois, il s'est vendu 1 €, je sais pas quoi. C'était les vacances, enfin, tu vois, où il était pas la bonne taille ou un truc comme ça. Et donc, tu vois, c'est du rêve à la désillusion, quoi. Ouais, montagne russe. Et voilà. Et donc, c'est là où j'ai compris que ce prix, en fait, tellement variable, que la solution pour les pêcheurs, c'était faire du volume. Et le volume, c'est la clé pour un pêcheur, pour dire, ok, je fais du volume, un jour ça se vend très bien. Tant mieux, c'est la fête, je peux même m'acheter une nouvelle voiture si je veux. Mais 100 jours suivants, ça va se vendre mal et je paierai les frais. Et il faut que j'ai mis de côté, en fait, sur le coup d'avant. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai réalisé. C'est
l'impact que peut avoir... en tout cas, c'est de là qu'est venue cette conviction que en garantissant des prix stables aux pêcheurs et en les rendant moins dépendants de ces variations de prix qu'ils connaissent à la criée, qu'on pouvait les mettre dans les meilleures conditions pour pêcher moins, quoi. C'était vraiment ça l'enjeu. Et que la surpêche, elle venait de ce problème de prix et de mauvaise valorisation. La surpêche, moi j'avais quand même en tête que ça venait essentiellement du fait de l'export à l'international, de niveau de pêche, que c'était pas forcément la demande locale qui drivait cette pêche, mais que c'était beaucoup une demande mondiale plutôt. Oui, enfin au global, effectivement. Effectivement, tu peux dire, en fait, on a trop pêché pour satisfaire la demande mondiale, mais on a aussi trop mal payé le poisson. Tu vois, j'ai reçu des mails l'autre jour, je sais pas quoi, un fournisseur asiatique qui envoie des ventres de thon surgelés à $4 le kilo. C'est-à-dire que le thon entier a été payé, je sais pas, $1, $2. Enfin, quand nous, ici, on achète des thons rouges pêchés à la ligne, et même des thons germons moins connus, à 5 € le kilo entier. Donc, tu vois, il y a des écarts, il y a des trucs parfois où je pense qu'on paye tellement mal que le pêcheur, il a juste un signal de dire « je suis mal payé, je fais du volume ». Et ça... moi, je rêve d'un système plus où on paye plus cher. Alors, oui, effectivement, la demande mondiale sera peut-être réservée à une élite à la fin. C'est un peu ça le risque. Mais c'est sûr que si on continue à pêcher, ça arrivera à ça. Oui, de toute façon. Voilà, le poisson, il sera payé très, très cher par tout le monde. Moi, je me rappelle, j'avais rencontré des investisseurs qui étaient passage à Paris californiens, qui disaient « mais votre truc, c'est génial. Dans 20 ans, il n'y aura plus de poissons. Vous aurez l'exclusivité avec ces pêcheurs et vous vendrez votre poisson 200 € le kilo. » Ouais, mais bon, justement. Ça me fait pas kiffer, quoi. On a évoqué un peu donc, les paniers de poissons. Est-ce que tu peux nous définir un peu Poiscaille et le business model? Qu'est-ce que tu fais pour justement garantir un revenu fiable pour les pêcheurs et du coup leur permettre de faire moins de volume? Poiscaille, c'est le panier de poissons français en direct des pêcheurs pour les particuliers. On vend que aux particuliers. Et on se dit frais, durable, éthique. Donc, comme tous les gens dans la filière, en fait, il n'y a aucun poissonnier qui va dire le contraire sur son poisson. Mais donc, comment ça, il n'est pas frais? Voilà, oui, bien sûr, j'ai pas exploité des esclaves pour ce poisson. Et oui, la pêche durable, on respecte les quotas. Mais en fait, pour moi, c'est beaucoup trop flou comme élément. Donc, on a étayé... Surtout quand on sait qu'encore 70% de la pêche se fait dans des aires marines protégées sur les côtes françaises. Donc, a priori, ça veut dire que tout le monde ne respecte pas, quoi. Alors si, elle pourrait se faire dans des aires marines protégées, mais en fait, c'est surtout dans la façon dont on achète que je pense qu'il y a un truc qui manque d'éléments pour le consommateur. Et le poisson, c'est un des trucs les plus opaques, pas les plus opaques, mais les plus difficiles à comprendre. Par rapport, tu vois, il n'y a pas de bio à la pêche. Le MSC, c'est un peu le bio-industriel, quoi. C'est le minimum du minimum qui devrait... C'est l'équivalent de poulet élevé en plein air, quoi. Ouais, et non, mais c'est même moins que ça. Le MSC, ça te garantit que on enregistre les captures, les avis scientifiques servent à fixer les quotas de pêche. Okay, donc c'est plutôt un suivi. Et les conditions de travail des hommes et des femmes dans la filière sont décentes. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a des endroits dans le monde où ces critères-là sont déjà pas remplis. Et donc, en Europe, on est plutôt bien lotis. C'est-à-dire qu'il y a une traçabilité, il y a des suivis, etc. Et on est parmi, effectivement, je pense, les pêcheries les plus suivies au monde, mais il y a plein d'endroits où c'est pas encore le cas. Il y a des systèmes qui doivent nettement s'améliorer. Et donc, on dit on est frais, durable, éthique. Et au lieu juste de dire notre poisson, il est frais, c'est super, on est en direct des pêcheurs, on te dit chez Poiscaille, il se passe 72 heures maximum entre la pêche à bord du bateau et la livraison dans ton magasin partenaire ou le moment où tu récupères. On est les seuls à s'engager sur des critères comme ça aussi précis. Sur la durabilité, on va dire, en fait, on n'achète que à des bateaux qui pêchent avec des techniques dites douces. Donc, ligne, filet, casier, pêche à pied, pêche en plongée, pas de chalut, pas de drague. Ce sont les engins de pêche qui peuvent avoir des impacts assez forts sur les fonds marins. Sur les fonds marins, sur les bycatch, donc c'est-à-dire prendre des espèces qui ne sont pas du tout censées être pêchées. Exactement. Ça émet beaucoup plus de CO2 que les autres. On travaille avec des bateaux qui font 12 mètres maximum. Donc, c'est ce qu'on appelle la petite pêche côtière. C'est une définition européenne, tu vois, moi, que j'ai vu dans mon travail beaucoup au ministère parce qu'on travaille avec des subventions européennes. Donc, des navires de moins de 12 mètres qui sortent à la journée.
Pourquoi sortir à la journée? C'est pour être sûr que on connaît la date de pêche. Voilà, c'est ce qu'on appelle un côtier aussi. On parle volontairement pas de pêche artisanale parce que la pêche artisanale est un truc plus large. On pourra revenir dessus si tu veux, mais c'est des pêcheurs artisans. L'éthique, c'est surtout la rémunération des pêcheurs. Donc on garantit au moins 20% de plus que le marché pour les pêcheurs. La réalité, quand on a donné nos chiffres aux scientifiques de l'INRA, c'est qu'on était plutôt à 35-40% de plus que le marché en moyenne pour les pêcheurs. Et avec cette volonté-là de dire, vous allez vous régaler avec du poisson qui sera pas abîmé quand il arrive sur le pont du bateau parce qu'il a été pêché avec ces techniques douces. On l'a bien payé aux pêcheurs, donc on sera très exigeant sur à la fois les sols, les bars et les turbos, mais aussi les espèces moins connues qui sont juste fragiles, comme les vieilles, les tacos, les chinchards, les mulets, qui sont excellentes à condition qu'elles soient fraîches. On essaiera de mettre un petit lien vers un site qui permet de recenser tous ces poissons-là. Et on a la page espèces maintenant sur Poisquet. Trop bien, on mettra ça dans la description. Et les découvrir. Avec l'intention de dire, grâce à ça, en fait, les pêcheurs, on va leur donner plus d'argent et on parie qu'ils vont gagner plus pour pêcher moins. Tu vois, ça réévoque ces histoires de travailler plus pour gagner plus. C'est un peu une utopie, c'est un peu de se dire, parce qu'ils peuvent faire l'inverse. C'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à travailler avec les scientifiques pour objectiver ce truc-là auquel nous on croit, et les témoignages qu'on a des pêcheurs aujourd'hui après 10 ans vont dans ce sens. Ça fait 10 ans du coup que vous achetez des paniers Exactement. Ah oui, les premiers en 2014 du coup. Les premiers même un peu avant, mais 2014. Et là aujourd'hui, on achète quasiment 1000 tonnes de produits de la mer, donc poissons, coquillages et crustacés par an. À savoir que les huîtres, les moules, les coquilles Saint-Jacques, les palourdes, ça pèse quand même plus que le poisson en général. Enfin, dans un panier, on en met plus. Voilà. Et chaque panier, chez Poiscaille, ça te permet de faire un repas pour 2 à 3 personnes. Donc c'est à peu près 1 kg de poisson, ou 2 kg de coquillage, ou 1,5 kg de crustacés. L'avantage, c'est que tu choisis le contenu. Ouais. On s'est inspiré de l'AMAP, et moi j'ai été client d'AMAP, j'étais membre d'AMAP. Et mes colocs m'ont avoué avoir jeté des tonnes de paniers que j'étais allé chercher avant d'aller à l'apéro et tout ça. On a voulu rendre le système le plus flexible possible. Donc tu arrêtes ton inscription quand tu veux, tu peux changer la date si t'es pas là. Et surtout, point qui paraissait très important pour les consommateurs, en plus de vider tous les poissons, on te donne le choix. Donc maintenant, la veille ou l'avant-veille chez Poiscaille, tu reçois un mail et tu dis, ok, tu vas avoir une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine d'options selon l'heure à laquelle tu te connectes. Il y a un premium, du coup, un surcoût pour le consommateur de ces paniers par rapport à aller chez un poissonnier de grande surface ou chez un poissonnier artisan. On a essayé de comparer. Alors c'est toujours compliqué parce que les prix varient énormément à la criée, même d'une criée à l'autre, d'un port à l'autre, les prix peuvent être différents. Mais en gros, la conclusion à laquelle on est arrivé avec plein d'incertitudes, ça a été fait vraiment c'est moi qui l'ai fait sur une feuille Excel pour les investisseurs le jour où ils m'ont dit on a besoin de donner là-dessus. Mais j'ai pris les prix de Rungis, j'ai pris les prix des poissonniers, j'ai appliqué les coefs que je trouve à peu près dans la filière. On est au même prix qu'un poissonnier de marché ou un poissonnier de boutique, tel cas dans le quartier par ici. Et on est 30 à 40% plus cher que la GMS, a priori. Ok. Après, je disais que le bio est en général 80% plus cher que le conventionnel dans la GMS. Et un point à prendre en compte qu'il ne faut pas négliger, c'est que chez Poiscaille, tu vas payer 19,90 en ce moment, ou 20 € ton panier. Tu peux payer 10 € de plus pour avoir du homard, par exemple. Donc tu vas peut-être payer 30 €, 40 € un panier si tu veux une grosse pièce. Quand tu vas chez un poissonnier avec un étal libre, tu peux acheter 10 € de poisson. Ouais. Ce que tu peux moins faire chez Poiscaille. Tu vas dire, tu peux peut-être acheter chaque semaine des maquereaux, des sardines. Peut-être jamais acheter des homards. Donc, Et là, ce que tu me disais, c'est 80% sur le bio en plus par rapport au traditionnel en GMS. Ça veut dire que vous êtes moins cher que du bio de GMS, quoi. Si on considère qu'on est bio, qu'on est l'équivalent d'un bio, oui, pour moi, on n'est pas si cher que ça, à condition effectivement que tu prennes l'assortiment qu'on te propose. Tu vois. Je sais pas si tu as des coquilles Saint-Jacques de plongée énormément de fois dans l'hiver. Alors qu'en moyenne, un Français mange à peine 3 kilos de coquilles Saint-Jacques dans l'année. Un consommateur Poiscaille, il va peut-être en manger plutôt 4-5, quoi, tu vois. Tu vas avoir du homard, il y en a eu tout le mois de juin, du thon rouge qui est un poisson qui coûte cher, qui va coûter 50 € chez un poissonnier. Donc voilà, c'est ce modulo-là. Mais pour moi, on est au prix d'un poissonnier. Si tu es gourmand cuisinier, que tu vas chez ton poissonnier, que tu lui donnes entre
20 et 50 euros toutes les semaines, chez Poiscaille, tu paieras le même prix, avec des engagements et une qualité, je pense, supérieure. Et je sais qu'il y a une saisonnalité sur les fruits de mer. Est-ce qu'il y en a une sur les poissons aussi ? En fonction des migrations, peut-être ? Alors, pour moi, la conclusion, avec l'expérience de Poiscaille, je trouve qu'il n'y a pas de saison sur le poisson, ou en tout cas, appliquer les concepts de saison qu'on applique aux fruits et légumes sur le poisson, c'est une erreur. Parce que, en fait, un saison aux fruits et légumes, c'est quoi ? Il n'a pas été produit, il a été produit à côté de chez moi. Il est en pleine maturité, et c'est peut-être le meilleur moment pour le manger. Il n'a pas été mis dans un frigo, transporté de loin. Sur le poisson, ça peut être complètement faux. Tu vois, tu dis le maquereau, c'est un poisson d'été. Le barbecue, les maquereaux, etc. Moi, j'avais cette idée-là quand j'ai démarré Poiscaille, parce que j'allais pêcher mes maquereaux en Bretagne avec mes potes en été. Et en plein mois de janvier, il y a des maquereaux qui hivernent dans le Pays Basque, et les pêcheurs attrapent des maquereaux à ce moment-là. Et en fait, toi, tu vas aller sur un marché cet été, tu vas dire « Ah, super, c'est des maquereaux, machin ». Tu vas peut-être acheter des maquereaux, en fait, pêchés avec un chalut industriel au large de l'Irlande, rapatriés par camion, parce que cette année, le maquereau, il n'est pas arrivé là où tu es en vacances, et il va arriver plus tard, plus tôt, etc. Donc, c'est hyper compliqué pour moi, la saisonnalité. Et... Sauf, voilà, comme tu dis, les coquillages, les coquilles Saint-Jacques, ça ouvre de octobre à mai, donc tu n'as pas le droit d'en manger à ce moment hors saison, ou si tu en manges hors de ces saisons-là, elles sont surgelées ou elles sont importées. Voilà. Mais sur le poisson, pour moi, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des pics de pêche évidents. Et en tout cas, moi, ça me donne bien envie de tester ça. Parce que là, j'ai jamais. Il y a beaucoup de trucs qui me font penser à Bene Bono. On en a parlé un peu avant, et Sven était passé sur le podcast, donc avec des paniers qui sont livrés aussi à la maison. Du coup, je ferais bien le test avec Poiscaille. Avec plaisir. Est-ce que tu ferais une petite offre aux auditeurs de TBS ? Allez, un code promo. Un code promo spécial. Dis pas tout de suite, on le mettra à la fin de l'épisode. Comme ça, tous ceux qui vont jusqu'au bout de l'épisode, vous aurez droit à votre code promo pour commander votre première fois chez Poiscaille. T'imagines le code qui soit à la fois sans faire TBS, mais on dira pas la remise. Non, on dit pas la remise et puis on dit pas le code non plus. Il faudra aller jusqu'au bout de l'épisode. On vous va venir. C'est pas celui-là. Désolé. En revanche, vous avez le droit d'écouter en x1,2, x1,3. Ça marche super bien. Moi, j'écoute tous mes épisodes de podcast comme ça. Est-ce que, donc tu me disais sur le modèle économique que effectivement c'était mieux pour le pêcheur. Je sais que les modèles économiques des AMAP ils sont compliqués. Pour vous, comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est facile ou pas ? Là, on est en plein dans la phase, on va dire. En ce moment, c'est compliqué. En fait, ça a été facile. Enfin, ça a très très fortement développé, cru. Enfin, on a une forte croissance. Tu vois, aujourd'hui, Poiscaille, c'est 20 000 abonnés actifs, donc des gens qui prennent au moins un panier par mois. Donc, on livre 40 000 quasiment paniers par mois. C'est un chiffre d'affaires d'1 million d'euros mensuel. On emploie 60 personnes. On travaille avec 250 pêcheurs partout en France. Donc, c'est 5% de la flotte française qui travaille avec Poiscaille à un moment plus ou moins intense dans l'année. Donc, cet accomplissement-là, il est énorme. Moi, je pensais pas... je rêvais encore plus, mais déjà, tu vois, d'arriver à ça, aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent, mais c'est fou. Post-Covid, il y a plein de boîtes dans l'alimentaire qui sont cassées la gueule, qui sont aujourd'hui, qui, comme les AMAP, ont subi en fait, ce retour en fait, à la norme, alors que tout le monde était hyper enthousiaste en disant, ça y est, la nouvelle norme, c'est local, direct producteur, etc. Donc, nous, Poiscaille, on est encore là, on a réussi à maintenir notre chiffre d'affaires, voire même à le faire un petit peu grossir. Et ça, c'est quand même un tour de force vu le contexte actuel c'est clair. Et la baisse de conso. Cependant, on s'est développé, on a bénéficié de l'écosystème startup qui était assez fou à partir de 2019 quand on a commencé à faire des levées de fonds. Et en fait, ça s'est retourné, quoi. C'est-à-dire que nous, on fait notre dernier gros tour de financement en septembre 2022. Et déjà, la tendance, elle était super difficile. Et 2023, en fait, le financement s'est cassé la gueule littéralement. Et les boîtes B2C alimentaires, aujourd'hui, elles sont pas du tout recherchées par les investisseurs qui veulent
du logiciel B2B avec des 80% de marge une fois qu'on a payé les ordinateurs et les serveurs. Ou dans l'alimentaire, du B2B2C, donc des marques qui s'adressent marketingement à du consommateur, mais qui passent par un réseau de distribution Exactement. Business. Et ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux comme Benemono, je pense, qui sont sur l'anti-gaspi, parce qu'ils ont des prix hyper maîtrisés, donc ils peuvent toucher un public beaucoup plus large, ce que nous, on n'arrivait pas à faire. Mais en fait, voilà, on est dans cette phase de transition de passer de start-up forte croissance et on se finance là-dessus à PME de l'agroalimentaire pérenne avec des engagements forts et surtout avec une obligation. Moi, c'est ce que je vois. Tu vois, je m'inspire, j'écoute les autres boîtes, je vois les croissances folles et tout. Je me dis, waouh, j'aimerais bien être le Conto de la pêche, je sais pas quelle boîte qui fait le Too Good To Go. Tu vois, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Tu vois, enfin. Et je me dis, putain, ça fait chier, on fait quand même pas beaucoup et tout. Mais en fait, pour changer les choses dans la pêche, c'est un apprentissage moi, que j'ai vu avec Poiscaille. En fait, il faut être pérenne parce qu'un pêcheur, il peut pas changer ses pratiques comme ça. Donc nous, aujourd'hui, on a vraiment cette obligation pour que les changements ils se fassent, d'être présents et que les pêcheurs soient garantis, enfin rassurés de notre présence sur le long terme. Parce qu'en fait, un pêcheur aujourd'hui, s'il dit je pêche moins, comme un tiers des pêcheurs avec qui on travaille nous disent, il va enlever des filets de la mer et cette zone, elle risque d'être occupée derrière. Soit par un autre pêcheur, soit par des plaisanciers qui vont mettre un casier ou un truc comme ça pour leur loisir. Enfin, et c'est le classique qu'on dit dans beaucoup de cas de la transition écologique, si c'est pas moi qui le fais, ce sera quelqu'un d'autre. Si c'est pas moi qui monte dans cet avion, quelqu'un d'autre le fera à ma place. De toute façon, il va décoller. De toute façon, cette zone-là, elle va être pêchée. Donc en fait, si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Exactement. Mais contrairement à l'agriculteur qui peut dire moi j'ai mon champ et aujourd'hui je décide de changer mes pratiques. Et éventuellement, je peux revenir en arrière demain. Tu vois, on entend des agriculteurs qui disent on revient en arrière, on revient sur le conventionnel parce que le bio connaît des difficultés. Ouais. Un pêcheur, le jour où il veut revenir en arrière, la ressource aura changé, les bateaux présents sur la zone auront changé, il y aura peut-être un parc éolien, est-ce qu'il aura certainement des impacts sur le milieu, enfin, plein de choses auront peut-être changé. Et donc, ils ont un peu cette injonction à prendre tout ce qu'ils peuvent prendre maintenant, parce que derrière, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais, c'est une grosse différence avec je pense que c'est l'agriculture où ils ne sont pas propriétaires de leur espace de pêche. Quoi. C'est ça. Et alors, indirectement avec les sujets des quotas de pêche, mais je pense que si on met le doigt là-dedans, on s'en sort. Ouais, je pense pas que ce soit nécessaire aujourd'hui. Mais vraiment, tu vois, donc nous, notre rôle avec Poiscaille, c'est de dire, en fait, justement, ton milieu, il va beaucoup changer, le changement climatique va beaucoup l'affecter, mais nous, on sera là toujours pour t'acheter cette nouvelle espèce que personne ne connaît, qui est en train de débarquer sur les côtes, mais on va te la payer et tu auras un revenu. Et tu seras pas obligé de retourner travailler 20 heures en mer et t'user la santé. C'est qui les pêcheurs que vous arrivez le plus à faire adhérer au modèle? C'est plutôt des petits pêcheurs qui ont des difficultés à déjà finir les fins de mois et qui du coup subissent des prix variables à la criée, ou est-ce que ça peut être aussi des plus gros pêcheurs qui sont prêts à avoir un bateau de moins grosse taille s'il y avait quelque chose de plus de 12 mètres je sais pas, parce qu'il y a des pêcheurs qui sont là depuis 20 ans et qui voient que la ressource halieutique a changé, qui voient qu'ils arrivent à moins pêcher, qui voient qu'en fait il y a une surpêche qui a provoqué des modifications durables sur l'écosystème et qui se disent ça peut être intéressant quand même dans un aspect long terme, parce que eux évidemment ils regardent aussi la rentabilité court terme. Tu disais pour acheter leur voiture, mais je sais pas, ça peut être pour n'importe quoi d'autre. Mais du coup, qui sont du coup les pêcheurs qui viennent le plus avec vous? En gros, nous on a fédéré aujourd'hui les biodynamiques de la pêche, quoi. Un peu ceux qui seraient aujourd'hui s'il y avait une confédération paysanne de la pêche, seraient là. Mais qui sont à la fois des pêcheurs qui sont à toute petite échelle, mais parfois qui ont un autre boulot à côté, obligatoire, parce que l'hiver ça travaille pas assez, parce qu'ils ont un bateau qui est trop dépendant, trop sensible à la météo, dès qu'il y a tempête, ils peuvent pas sortir pendant longtemps, ou qui ont choisi un modèle comme ça, il y en a. Et des pêcheurs peut-être plus réguliers, parce que leur zone le permet, la technique ou la ressource locale le permet, qui vendent déjà bien, mais qui étaient quand même très déçus du prix de vente qu'ils avaient. Parce que, en fait, tous les pêcheurs témoignent du jour au lendemain, voilà ce que je te racontais, le prix divisé par 2, par 4, par 10, et qui disent, ok, en fait, là, avec Poiscaille, on a l'impression d'être valorisé, reconnu, et tout ça, ils disent, on n'a plus le stress, quoi. C'est-à-dire qu'on rentre de notre journée, on a attrapé
100 kilos de poisson, on fait la multiplication par le prix Poiscaille et on sait combien on va toucher. Ouais. Et il n'y aura pas de surprise demain matin à 7h quand on aura rafraîchi pour la 5e fois notre bordereau de vente et on aura subi l'enchère. Le stress, il est transvasé de eux à vous, parce que du coup, il faut que vous trouviez les canaux des exutoires, quoi. Avec nos paniers, en fait, nous, on n'achète que la quantité qu'il y a pour nos paniers à faire pour le surlendemain. Donc, le stress, il est de dire, est-ce que les clients vont être satisfaits ? Est-ce que là, on n'a pas acheté trop de telle espèce, qu'on a trop mis dans les paniers ? Et éviter cet effet panier de légumes un peu qu'on peut connaître quand le temps est... Le stress, il est plus là de dire, mince, il fait pas beau, tu vois, cette semaine, il faisait pas beau. On a stressé parce qu'on s'est dit, bon, il y a plein de paniers, on lance cette opération, tout le monde est en train de se chauffer, il faut que ça pêche, quoi. Donc, c'est là. Mais tu vois, on a eu les témoignages des pêcheurs, là, c'est beau parce que tu sens vraiment le truc de, en fait, grâce à vous, psychologiquement, c'est différent. Donc, c'est vraiment ce truc-là qui change. Donc, tu vois, aujourd'hui, on a vraiment ces pêcheurs-là. Et justement, peut-être on est allé un peu trop loin chez Poiscaille parce que tu vois, on te dit moins de 12 mètres, mais en fait, la réalité, c'est que la majeure partie des bateaux avec lesquels on travaille, ils font moins de 9 mètres. Okay. Parce qu'entre 9 et 12, tu peux avoir des pratiques qui peuvent être costauds, tu vois, où ça pêche fort, où ça fait des grosses journées en mer, et où il y a des trucs où tu dis, bon, est-ce qu'on est OK pour embarquer ça ? Et en fait, c'est un peu ça le challenge avec Poiscaille, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de faire au moins se questionner ces pêcheurs-là, et en fait, il faut commencer à travailler avec eux. C'était, je pense, une erreur qu'on a faite au début, c'était dire, ouais, ceux-là, en fait, ils sont trop intensifs, on n'est pas d'accord, etc. Ou en tout cas, on cherche... Parce qu'à 12 mètres, a priori, tu peux pas avoir de chalut, tu peux pas avoir de trait. Si, tu peux avoir du chalut, mais ça, c'est facile, la technique de pêche, c'est facile à maîtriser. Tu peux pas changer de technique de pêche quand tu as un bateau, tu peux pas le transformer comme ça. En plus, tu es enregistré au niveau européen avec tel engin de pêche, tu peux pas avoir demain un autre engin de pêche. Tu peux en avoir plusieurs, mais techniquement, c'est comme si sont embarquables. Comme si tu disais à quelqu'un qui fait des céréales de dire demain il pourrait faire de la vigne. Non, la vigne, il faut plusieurs dizaines d'années pour en faire. Et donc, par contre, tu peux avoir des pêcheurs qui, tu vois, sur un 12 mètres, ils pêchent au filet, ils se mettent à 5 sur le bateau, ils mettent 40 km de filet par jour, ça pêche très très fort. Et ça peut générer du rejet aussi, s'ils laissent les filets plusieurs jours à l'eau. Tu vois, donc, nous, on a toujours été un peu réticents à aller sur ces bateaux-là. Mais en fait, je pense qu'il faut qu'on y aille pour voir si on est capable. Parce qu'on est aujourd'hui... eux les transformer. Ouais, est-ce qu'en fait, mais sans avoir cette volonté-là à l'origine, dire, bon, travaillons avec vous. En fait, vous avez les mêmes problèmes que ceux avec lesquels on travaille déjà. Le prix, il n'est pas assez stable. Et est-ce qu'on arrive, est-ce que ça change ? Et on en a vu des pêcheurs comme ça, je dirais un peu à l'ancienne. C'est l'ancienne pour un pêcheur, c'est plus je fais du volume, meilleur pêcheur je suis. Sans regarder la rentabilité de l'entreprise, quoi. Il y avait ce qu'on appelait, je crois, le pavillon bleu, je crois que ça existe encore. C'est le bateau qui a fait le plus gros tonnage du port dans l'année, quoi. Et c'était vraiment l'alpha et l'oméga de est-ce que tu es un bon, est-ce que tu es un mauvais pêcheur. Et on en a des pêcheurs qui me disent moi je me fais traiter de tout et n'importe quoi parce que j'attrape tel poisson, soi-disant c'est de la merde alors qu'en fait il est très bon. Je pêche dans des zones, c'est trop facile, j'en chie pas dans la tempête, donc je suis pas un bon, je fais pas des énormes volumes, voilà. Donc il y a un côté un peu toxique de. Ouais, un petit peu. Il faut souffrir en fait. Mais c'est le changement de paradigme, quoi. C'est le changement de génération, tu vois. Et donc tu as ces générations qui sont construites là-dessus, qui ont fait leur retraite là-dessus, mais il y en a plein en fait qui sont retrouvés à vendre leur bateau de pêche à la casse, à pas d'argent, qui ont fini très mal en fait, après s'être tués au travail, sans voir leurs enfants, tu vois, avec une femme qui accepte d'être à la maison, de presque pas voir son homme pendant plusieurs dizaines d'années, donc des conditions que t'as pas vraiment envie de légitimiser par tes achats, quoi, de dire bon, est-ce que j'ai envie de faire ça ? Mais en fait, ces pêcheurs-là, il faut pas les mettre de côté, et on en a vu nous des pêcheurs qui étaient plutôt dans cette tendance-là de faire du volume, que je dis ah ouais mais quand même c'est bien hein, finalement je suis pas allé en mer dimanche parce que j'avais bien pêché, je vais bien pêcher lundi, ou je suis pas allé en mer samedi parce que normalement j'y vais, là j'y suis pas allé, puis en fait ça va, tu sens qu'ils y prennent goût, mais en fait tu peux pas avoir, c'est ce qu'on avait peut-être un peu comme lubie à l'époque de dire on va tout changer, quoi, demain ils vont prendre une décision radicale. Non, c'est facile de les convaincre ou pas ? Aujourd'hui oui.
Parce qu'aujourd'hui, Poiscaille est reconnu sur les... Enfin, c'est facile. C'est plus facile. Et on est démarché par des pêcheurs. Et donc, c'est plus facile. Par contre, on leur demande un travail qui est peut-être supérieur à la criée, où tu poses ton poisson et puis voilà. On leur demande de vider, on leur demande de trier. On leur demande de compter les poissons sur certains cas. Ça, c'est moins fréquent. Et tu vois, j'ai 2 trucs là-dessus. Le premier, c'est que David Jiménez, qui est passé dans le podcast pour parler du coup de sa reprise d'une ferme agricole et l'a transformée en bio. En bio, il me disait en fait ce que les agriculteurs ne savent pas faire, c'est être entrepreneur. Et pour réussir à être rentable, il faut être entrepreneur. Le fait que vous leur demandiez plus, est-ce que vous les poussez à devenir des pêcheurs entrepreneurs plutôt qu'à être des pêcheurs récoltants, entre guillemets, ou pas trop? Je pense pas que ce soit nous qui changions ça. Okay. Je pense que par contre, ils sont intéressés par le fait de dire en fait là je vais avoir un meilleur revenu, je vais gagner plus d'argent et je vais pouvoir aussi moins m'user pour gagner plus d'argent. Là, ils ont cette réflexion là qui est une réflexion d'entrepreneur, de dire quel est le coût-bénéfice, tu vois. Donc je passe du temps à vider mon poisson. C'est chiant parce qu'en fait avant j'avais pas à le faire, donc j'ai l'impression de perdre du temps presque, mais j'ai plus de prix grâce à Poiscaille et c'est la condition pour faire ça. Donc, mais c'est ce qu'ils disent, c'est ça qui est dur dans le métier, tu vois. On parlait avec un pêcheur dans le Finistère, il disait on est pêcheur, comptable, RH, vendeur, enfin... Ouais, quand tu es entrepreneur dans le tertiaire, ça paraît un peu logique, mais quand en fait ta vie c'est majoritairement être sur un bateau, c'est plus compliqué à appréhender, c'est sûr. C'est des heures en fait avant de comprendre ta zone de pêche. Il n'y a pas de recette et à la pêche encore moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, il y a des vidéos de permaculture, tu peux apprendre comme ça, tu peux aller travailler sur des fermes assez facilement. Presque t'auto-former, enfin, c'est caricatural peut-être. Oui, c'est vrai, apprendre à être pêcheur, c'est encore très familial, tu viens sur le bateau, c'est secret, les bons coins. Je regarde pas où je vais parce que sinon je te chasse, etc. Je vais te les donner, je vais pas te les donner. Et puis c'est un changement permanent, comme je pense avec l'agriculture, mais avec l'expérience, je pense que tu peux l'avoir, ou tu peux avoir des partages d'expérience avec des pairs qui sont beaucoup plus durs à avoir à la pêche. Et donc... c'est vrai que c'est ça qui est dur quand tu te montes et que tu connais pas, de découvrir ta zone de pêche, apprendre, te prendre des espèces de tôles où tu vas perdre tes filets, où ils vont être pleins d'algues, et tu vas passer des heures à les nettoyer, et tu vas galérer tout seul à t'en vouloir, dire pourquoi je l'ai foutu là, je suis vraiment trop con, enfin, tu vois. Mais ça nous fait rentrer hyper dans le concret. J'adore ce genre de trucs parce que c'est des trucs que tu te rends pas compte en fait que c'est ça à la pêche aussi. Et tu vois, nous... on a des pêcheurs, on a eu depuis qu'on est avec Poiscaille, on a 3 pêcheurs qui ont disparu en mer, tu vois, parce que ils sont pris un mauvais temps et un jour on te dit non, bateau est pas rentré, disparu. Enfin, tu vois, c'est là genre ok, presque à se dire attends, est-ce que nous on n'a pas forcé, est-ce qu'il a pas trop pêché, est-ce qu'il est pas allé pour nous, enfin, tu vois, des trucs. Et en plus, ce qui est surprenant, c'est que c'est arrivé à chaque fois dans des conditions correctes. Ouais. C'est pas, tu vois, c'était pas donc. Parce qu'on est prudent dans les grosses conditions. Dans les conditions correctes, souvent on l'est un peu moins. Ouais, je sais pas, mais tu vois, en fait, ça reste un truc où ils sont dans les éléments, t'es en mer, et en fait, ça peut vraiment très vite mal tourner. Et en fait, tu vois, ils sont à l'aise, t'as l'impression que ils maîtrisent et tout ça. Mais je pense que c'est dur en plus d'avoir cette lucidité, de dire attends, en fait, non, je maîtrise pas et tout. Donc tu vois, il y a vraiment... Il y a un truc dont t'as pas trop parlé, c'est que on a l'impression que le prix variable, c'est vraiment le gros problème de ces pêcheurs-là, pêcheurs artisans. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi un côté, comme dans l'agriculture, où les très grosses exploitations, donc les très gros pêcheurs industriels, les plus de 50 mètres, en gros, disons, prennent une grosse partie de ce qui est disponible, qu'il y a un peu un combat de David contre Goliath aussi, en plus de tout ça, qu'il y a des écharpements sur les territoires, et du coup que pour le coup c'est plutôt de la grosse pêche industrielle versus la petite pêche artisanale qui s'oppose, plutôt que juste la pêche artisanale et les prix à la criée, quoi. Oui, de plus en plus ça se voit parce que globalement en fait aujourd'hui le problème c'est l'accès à la ressource. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu vas en mer et qu'on te donne une autorisation déjà pour avoir un bateau, mettre un moteur dessus et avoir le droit de pêcher. Donc ça déjà c'est contingenté. Donc aujourd'hui un peu comme les taxis, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux pas décider d'être pêcheur
Et donc, tu dois racheter un bateau. C'est rare qu'on t'accorde une licence comme ça. Et après, tu as ce qu'on appelle les quotas de pêche. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est, quand tu es petit pêcheur, je pense, extrêmement nébuleux. Et souvent, le sujet, c'est comment on donne de l'accès à ces petits pêcheurs. Et c'est vrai que le partage, il est pas très équilibré et souvent en défaveur des petits pêcheurs, avec des histoires techniques qui sont, je pense, à profondément réformer, mais qui sont très compliquées à réformer, parce que là, tu touches des ailes nationales, voire européennes. Ouais. Et c'est vrai que c'est un gros sujet. Tu vois, là, l'exemple typique, c'est le thon rouge. Donc, il y a 10 ans, on dit le thon rouge est en voie de disparition. Il est revenu en force et maintenant, il y a du thon rouge partout. Il y a plein de petits pêcheurs qui en croisent tous les jours et qui n'ont pas le droit de le pêcher. Ouais. Et il y a quelques bateaux qui ont une majorité du quota, alors qu'on pourrait, tiens, vas-y, donner quelques dizaines, quelques centaines de tonnes. À chaque fois, vous installez 2, 3, 4 pêcheurs en plus. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet avec puis des trucs de... Il y a des gens qui, dans les armements structurés plus gros, qui ont capté les logiques de comment je gère ma ressource, où est-ce que je vais pêcher. Je peux changer de zone hyper facilement ou pas. Et effectivement, il y a des moments, je pense que ils doivent, tu les sens désabusés, c'est-à-dire, mais en fait, il y a machin qui va venir nous vider la zone, là, il passe chaque année, puis après, pendant 3 semaines, on pêche plus, et puis lui, il est parti, quoi. Et il y a vraiment ce sujet-là là-dessus. On sait qu'il y a des lobbies industriels hyper importants dans la pêche internationale au niveau européen, et que c'est un des gros sujets du coup sur la pêche légale, la pêche de chalut de fond, le raclage, etc. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans cet engrenage, que vous êtes visé aussi par ces lobbies-là? Est-ce que vous avez l'impression d'être une épine dans le pied de cette industrie ou pas? Oui. Est-ce qu'on vous intimide aussi? Oui. En fait, oui, notre discours, il embête. Alors, je pense qu'au début de Poiscaille, on a peut-être été plus radicaux, où les interprétations ont été, où les discours des journalistes ont pu blesser certains. Mais oui, le syndicat des poissonniers nous a fait un jour un procès parce qu'on avait dit que chez Poiscaille, le poisson avait 48 heures, alors que dans la filière, c'était 2 semaines. Ils ont été déboutés là-dessus. Et on n'a pas le droit d'acheter dans certaines criées en Bretagne et en Vendée, parce que c'est les acheteurs de poissons qu'on appelle les marailleurs qui décident de qui a le droit d'acheter ou pas. Et donc là aujourd'hui, nous, on est obligé de passer hors de la criée. C'est un bordel pour tout déclarer aux autorités, parce que normalement la criée te fait ce service-là de déclaration. Et c'est dommage parce que tu sens qu'ils mettent beaucoup d'énergie à bloquer ce truc-là, alors qu'on est peanuts, tu vois. On fait 1000 tonnes. En France, on mange 1 million de tonnes de poissons, donc on fait 1 millième. Non, on mange 2 millions de tonnes de poissons, je crois. Enfin, on fait. On est une goutte d'eau. Ouais. Tu le vois quand même comme un signal faible d'un brosseur. Ça veut dire que vous touchez à quelque chose, que vous avez gratté une bonne une surface à creuser. Fait, on embête un peu parce que en gros, on est un espèce de discours peut-être intermédiaire avec les ONG qui disent oui, il faudrait abandonner telle technique de pêche, passer à celle-là, et tout le monde dit non, c'est pas possible. Et on dit a priori, si, c'est peut-être possible. Enfin, en tout cas, on peut proposer ce poisson-là, on peut valoriser ça. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que le combat, il est vis-à-vis plutôt de l'import. Aujourd'hui, 2/3 des produits de la mer qu'on mange en France, ils sont importés. Et 80% sur le poisson. Donc, en fait, le sujet, il est pas là. Mais oui, je pense qu'il y a des moments où on a eu des discours qui sont peut-être qui blessent les gens. Tu vois, quand tu leur dis, bah oui, le chalut, c'est pas bien. Mais il y a des gens qui disent, moi, je pêche au chalut depuis 40 ans, ça a toujours été comme ça. Donc, je pense que tu les remets en cause. Et en plus, le fait d'avoir démarré à Paris, de l'être encore, je pense qu'il y a un truc aussi, tu vois, une espèce de citadin, qu'est-ce que tu veux, voilà, on n'est pas légitime. Alors que c'est marrant, nous, il y a plein de pêcheurs qui nous disent, vous êtes les premiers à mettre le pied sur mon bateau, à venir avec moi en mer, à passer des journées avec moi, etc. J'ai pas des relations aussi proches avec beaucoup de mes acheteurs de poissons, alors que je suis complètement volontaire. Mais oui, il y a... Mais tu vois, à la limite, pour revenir sur les lobbies, je pense que le sujet, c'est plus qu'à la pêche, la petite pêche est très peu représentée. Tu vois, l'équivalent de la confédération paysanne n'existe pas à la pêche.
Ils arrivent un peu à l'échelle européenne, la LIFE, Low Impact Fisheries of Europe, là, ils ont un bureau à Bruxelles, je crois, enfin, ils ont une petite équipe et tout ça. Mais en fait, la voix de la petite pêche, elle est pas beaucoup écoutée. Et c'est ça qui est dommage, alors que dans des règlements, tu vois, pour revenir sur les quotas, dans la politique commune des pêches, il y a le fameux article 17 qui dit que les pratiques vertueuses, donc la petite pêche côtière, c'est-à-dire en gros à peu près les critères que nous, on a pris chez Poiscaille, doit être favorisée dans les subventions, l'attribution des quotas, l'accès à la ressource, enfin, Okay. Ça. Et là, légalement, ça s'applique ou... C'est pas appliqué. Ok. Mais c'est là où il y a une grosse différence entre le légitime et le légal. Hein. Je reporte des mots de Camille Etienne là-dessus, oui. mais du coup, est-ce que vous essayez d'en faire un peu de piraterie? On va reparler de Paul Watson juste après, mais du coup, qu'est-ce que vous faites là-dessus pour essayer d'avancer? Nous, justement, là, aujourd'hui, tu vois, depuis... On était un peu... on va dire un peu provoque peut-être, ou peut-être avec des discours à dire ouais en fait ils ont tort, etc. Ces gros pêcheurs, etc. Mais en fait aujourd'hui tu sens le contexte, il est ultra tendu parce que les pêcheurs se font attaquer de partout. Quand tu dis les pêcheurs, c'est lesquels? Tous les pêcheurs ils se sont attaqués. Okay. Tu vois, même nous les pêcheurs avec lesquels on travaille, ils disent il y a des moments où vous avez déconné quand vous avez dit ça et ça, tu vois. Okay. L'autre jour je sais plus, on a fait un post, j'aurais dû mieux le relire ou pas le laisser passer. On a perdu un pêcheur. Il a dit j'arrête de travailler avec vous parce que vous avez mis ça, quoi. Parce que vous avez dit des trucs sur le bar, pêcher au chalut, et vous avez, tu vois, et parce que en fait ils se sentent attaqués de partout, donc ils ont plutôt tendance à faire corps en disant nous pêcheurs, ce qui nous réunit, et les autres, quoi, tu vois. Donc il y a vraiment ce truc-là qui est fort. Et effectivement, tu vois, moi, avec le recul, aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est ça, le combat, il n'est pas de dire est-ce qu'il faut pêcher au chalut, pas pêcher au chalut. C'est d'abord consommons français, arrêtons cet import qui, en fait, pénalise les pêcheurs, soutenons les pêcheurs français, même si parfois leurs pratiques, on n'est pas forcément d'accord, pour les amener, pour leur demander du changement après. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec le prix du carburant qui a vachement augmenté, les pêcheurs, ils sont sous une pression de malade. Ça, plus partage de la ressource, plus la baisse, les variations du changement climatique, les éoliennes, la pollution en mer. Enfin, ils se disent, en fait, c'est nous la variable d'ajustement. Tu vois, et c'est vrai que je pense qu'ils ont raison sur plein de cas où, tu vois, moi, mes zones de pêche quand j'ai été enfant, elles sont vides aujourd'hui. Enfin, elles sont vides. Et elles sont pas vides parce que à cause de la surpêche. Elles sont vides parce que les cailloux sont recouverts du sable qui sert aux touristes à poser leurs serviettes l'été. Et donc, il n'y a plus de cailloux. Il y a de la pollution. Il y a du plastique, il y a du machin. Et en fait, le pêcheur, lui, il subit ça. Et en plus, on lui dit, mais c'est ta faute. Tout le reste, c'est ta faute, quoi. Donc, je pense qu'il y a ce sujet-là qui fait que c'est... Ils se sentent vraiment... Ouais, ils se sentent menacés. Et même, tu vois, sur le sujet des filières, en France, on a une chance, c'est qu'on a un système de distribution, de logistique, de traitement du poisson qui est vraiment, j'ai l'impression, très très balèze. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, il tient parce qu'il y a des bateaux qui font du volume et qui apportent dans les criées françaises des volumes suffisants pour avoir des entrepôts grands, des camions qui passent tous les jours, etc. Et tu vois, les petits pêcheurs, en fait, ils bénéficient de ce système-là. Ouais. Et eux, ils se disent, en fait, si... Tu vois, moi, je suis OK pour pas faire de volume pour moi, mais si tout le monde arrête de le faire, il n'y a plus le système logistique qui va derrière. Si Shepard gagne et demain arrête toute la pêche chalutière, mais en fait, moi, je vais être avec tous mes potes, on sera contents, tout le monde dira you, les beaux pêcheurs, ceux les plus vertueux, ils sont là. Mais en fait, il y aura aucun camion qui viendra. Le mec qui livre le matériel, il dira mais vous allez payer la livraison et on pourra plus payer nos cordes, nos machins, nos bidules. Donc tu vois, en fait, c'est là où il y a cette... Moi, je suis passé d'une réflexion à dire, en fait, non, il faut arrêter tout ça, à faut faire la transition. C'est ce que dit hyper bien Didier Gasquel là, dans ses prises de parole, dans ses bouquins. Il dit, en fait, et c'est un peu, moi, l'expérience que je regrette un peu au ministère, c'est que, en fait, si on ne se bouge pas fort maintenant et qu'on ne prend pas le taureau par les cornes, c'est en train déjà d'arriver et ça va arriver. Et donc, ça va faire des trucs très violents comme ça, tu vois, genre... On s'oppose, on se frite, machin, il y en a un qui perd, qui lâche un truc, le gouvernement achète un... Enfin, tu vois, mais en fait, ça va se faire d'une manière assez sale, alors qu'on pourrait l'inverser et le faire d'une manière beaucoup plus désirable. Ouais. C'est ça qui est dommage aujourd'hui, et c'est ça qui fait que nous...
moi, je me donne un peu un devoir de modération sur certains discours. Parce qu'en fait, on est en train de brusquer et de froisser une filière, et en fait, on n'arrivera pas à travailler avec elle comme ça. Aujourd'hui, tu penses que le gouvernement froisse cette filière? Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que le gouvernement, en tout cas dans les décrets qui sont posés, dans les autorisations qui sont données pour la pêche, j'ai quand même l'impression qu'on protège beaucoup la pêche française plutôt qu'on la maltraite, quoi. Alors, oui, si on prend le sujet stricto sensu de la pêche, tu vois, le sujet des attaques des ONG, le sujet de la répartition des quotas, etc., le gouvernement il est plutôt proactif à essayer de défendre les pêcheurs. Mais tu vois, quand il pose une éolienne au milieu d'une zone de pêche, les pêcheurs, ils se sentent floués. Tu vois, quand les pêcheurs anglais viennent pêcher la coquille Saint-Jacques alors que c'est fermé en France, dans des zones de pêche que les pêcheurs normands vont bientôt aller pêcher, les pêcheurs, ils se sentent pas défendus. Tu vois, donc c'est plus des parallèles ou enfin sur d'autres sujets. Plein de situations spécifiques dans lesquelles quand je sais pas tu vois, ils disent ah bah ouais, ça fait je sais pas moi 20 ans qu'on extrait du sable sur tel banc où moi je vais pêcher et en fait je vois qu'il y a plus de poissons et qu'en fait on dit bah on continue. Ils disaient ouais mais en fait vous voulez qu'on soit encore là, mais derrière vous laissez faire des choses qui font que nos zones de pêche elles sont abîmées, notre environnement il est pas favorable. Tu vois, il y a des grosses alertes sur la qualité du plancton qui fait que les sardines, les moules, il y a plein de trucs qui sont beaucoup plus fragiles que par le passé. Et c'est là où les pêcheurs, ils se sentent pas soutenus. Ouais. C'est quoi l'horizon auquel tu parles? Tu vois, dans ta vision, tu disais que maintenant, tu es plutôt pour une modération, donc c'est-à-dire privilégier d'abord une pêche côtière française et puis les aider ensuite à transitionner vers d'autres méthodes de pêche qui soient moins destructrices. C'est quoi l'horizon possible pour toi et dans quel sens c'est envisageable de les former, de les convaincre, de transformer les... Et puis j'imagine après de protéger les eaux pour empêcher des navires étrangers de venir à un endroit où nous, on n'a plus les mêmes méthodes de pêche, quoi. Tu veux dire l'horizon à quelle temporalité? Ouais, aujourd'hui j'ai l'impression que c'est quand même un sujet assez pressant sur ces aires marines. Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver rapidement ou est-ce que c'est une transformation qui doit se faire sur 25 ans? Bah, moi je te dirais plutôt la deuxième option. Après en fait ce qui est dommage c'est qu'on pourrait faire des expérimentations à petite échelle et à court terme et c'est celle-là que je trouve dommage de voir bloquer. Tu vois, le cas pour moi typique sur les techniques de pêche. Chez Poiscaille, on ne fait pas de langoustine, ou de manière anecdotique, parce que c'est majoritairement pêché au chalut. En Écosse, en Norvège, et même un peu en France d'ailleurs, on pêche la langoustine beaucoup, enfin en Écosse, en Norvège, pardon, on pêche la langoustine beaucoup au casier. Donc un casier, c'est un engin de pêche qu'on pose au fond, il y a un appât dedans, la langoustine, elle va se mettre dedans, et puis on relève, on la piège. On a une énorme zone de pêche à langoustine là au large de la Bretagne et de la Vendée qui s'appelle la Grande Vasière du golfe de Gascogne, sur laquelle il y a beaucoup de langoustines, quoi. Pourquoi on bloque aujourd'hui le fait de dire on prend un petit bout de cette zone-là, on la ferme à la pêche au chalut, on attend 1 an ou 2, ou même directement on met des pêcheurs exclusivement au casier pour voir. Au moins, pour voir quoi? Si on arrive à avoir un rendement un peu similaire ou si on arrive à avoir une recrudescence d'autres espèces dans une zone qui a été chalutée? Testons-le. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? La conviction des scientifiques, c'est-à-dire le milieu en fait est perturbé par le chalut. Il serait beaucoup plus productif s'il n'était pas chaluté. T'as des pêcheurs qui disent non, c'est parce que justement on passe plusieurs fois que ça entretient le truc, un peu comme un agriculteur. Moi, j'arrive pas trop à adhérer à ça. En tout cas, ça va pas dans le sens des expérimentations qui ont été faites par l'Ifremer. Ouais, mais ils te disent, nous, il y a des zones, il y a des moments, si on n'y va pas pendant 2 mois, on revient, c'est plein d'algues, on n'attrape rien. L'entretien forestier. Voilà, il y a peut-être un truc comme ça qui... Mais tu vois, et au moins de le tester. Et tu vois, t'as l'impression qu'en fait, on a accepté on a donné un petit bout à un pêcheur qui a posé 3 casiers, mais il s'est fait emporter par tel pêcheur qui n'était pas au courant, tu vois, d'avoir un peu de force, tu vois. C'est ce qu'on disait aussi sur les aires marines protégées, tu vois. Oui, on pêche dans des aires marines protégées, mais on pourrait rendre la pêche et les aires marines protégées compatibles. Tu vois, on parle de la coquille Saint-Jacques et notamment la pêche à la drague. Je pense que c'est ce qu'on entend dans certains discours d'ONG. Ce qui était hyper intéressant dans l'étude qu'a faite Bloom avec Didier Gasquel, notamment, enfin l'école d'agro et
d'autres gens dont j'ai oublié le nom, et en tout cas, l'institut dont j'ai oublié le nom. Auprès desquels on s'excuse, mais bon, on fait comme ça. Changer de cage, ça s'appelle, allez voir, c'est vraiment intéressant. Et ce qui nous a surpris, nous, avec Charles, tu vois, qui était marin-pêcheur, et qui le redevient d'ailleurs aujourd'hui, c'est que le bateau qui pêche à la drague, la Coque Saint-Jacques, il a plutôt un bon bilan carbone. Tu vois, alors que l'image, c'était, les engins qui traînant, donc comme le chalut et la drague, ont des très mauvais bilans carbone. Donc, il n'a pas un mauvais bilan carbone, en fait. Donc, la question, c'est, tu vois, est-ce que tu peux dire, mais en fait, là, il y a une zone, on a mis toute la zone en aire marine protégée, et il y a des zones, en fait, où c'est du sable, de la vase. En fait, il n'y a pas une vie extrêmement développée parce qu'il y a des courants, etc. Pourtant, il y a des coquillages, donc allons pêcher ces zones-là à la drague. Par contre, l'herbier hypersensible, où il y a énormément de vie qui s'y développe, je suis là, oui, mais pareil, sur des petits... Aujourd'hui, on ne fait pas la différence quand on promeut des... Il y a des aires marines protégées qui ont été définies un peu à la va-vite, sur des grandes zones. Je ne sais pas comment les ensembles ont été définis, parfois sur des présences d'espèces ou d'habitats, mais qui parfois sont beaucoup trop larges. Et tout le monde cite, et à juste titre, le parc marin d'Iroise, où il y a un joli travail qui est fait, tu vois, ou la réserve de Cerbère-Banyuls. La réserve de Cerbère-Banyuls, c'est un bon exemple parce qu'il y a de la pêche autour, il y a une zone strictement fermée, mais qui est plutôt petite. Et autour, en fait, on autorise certaines pratiques de pêche, et ça fonctionne. Et c'est ça en fait, à la limite, à court terme, ce qu'il faudrait faire, c'est au moins oser essayer certains trucs où on est tous d'accord, tu vois, ONG, scientifiques, pêcheurs, pour dire ça, c'est acceptable pour les pêcheurs, c'est suffisamment grand et symbolique pour les ONG, et que les scientifiques disent oui, vu notre connaissance du milieu, oui, les résultats qu'on a là pourront être extrapolés ou pourront servir de conclusion. Quitte à ce qu'on dise, en fait, pêcher langoustine au casier, non, ça marche pas, ou il faudrait fermer la pêche pendant 20 ans, et voilà. Donc, ça me rend curieux, du coup, sur ton avis sur l'arrestation de Paul Watson là-dessus. Ah ouais, alors, j'arrive pas trop à comprendre, effectivement, tu vois, c'est incohérent. Parce que j'ai l'impression que tu es positionné de façon un peu intermédiaire d'une position plutôt centrale entre ces associations qui sont plutôt refuser toute nouvelle négociation sur des ouvertures d'autres nouvelles aires de pêche, et le gouvernement qui aujourd'hui serait plutôt à se dire toute la côte peut être raclée. Exploitée, ouais. Non, mais sur l'arrestation en soi, moi je rejoins complètement. C'est pas. De toute façon, c'est illégal. C'est pas légitime. Tu vois, voilà, on parlait de légitimité, légalité, mais j'arrive pas à comprendre. Je pense que les Japonais, ils sont vexés, frustrés, et dommage, mais pour plein d'ONG, je trouve que leur façon de faire est peut-être un peu caricaturale, mais en fait, c'est ça qui a fait que les sujets sont remontés. Tu vois, le thon rouge, il n'était pas en voie d'extinction. WWF a dit c'est comme les pandas, il n'y en aura bientôt plus. Non, c'était pas le cas. Mais en fait, faut mieux avoir à la limite ce message-là qui rentre dans les esprits. Aujourd'hui, les gens disent j'en mange pas trop, je fais attention. Tu vois, nous on a sondé des gens sur LinkedIn disant est-ce que le thon rouge est en voie d'extinction en France, et la moitié des gens disent oui. Alors moi je t'aurais dit oui. C'est pas le cas, tu vois, voilà. Ouais. Mais à la limite, c'est presque mieux comme ça, tu vois. Enfin, et derrière, on a pris des mesures de gestion et ça s'est bien passé. Donc ouais, effectivement, tu vois, si jamais il était envoyé au Japon, enfin, tu vois, pour moi, ce serait un symbole de presque de désespoir, de dire putain, c'est pas possible qu'on fasse ça. Et derrière, tu vois, il y a des trucs où je suis pas forcément d'accord avec les ONG. Tu vois, le cas des îles Féroé, où tu vois ces images. En fait, la façon dont c'est fait, c'est hardcore, et ça, tu vois, je le comprends. Mais en fait, la population... On parle de la pêche à la baleine aux îles Féroé. Voilà, les petites baleines, là, je crois que c'est des baleines de minke, si je me trompe pas. La population, elle est en bon état, elle est pérenne. Et moi, je préfère que les gens des îles Féroé mangent ces animaux sauvages plutôt qu'ils importent du cochon danois produit sur des caillebotis, et où en fait ça détruit toute la mer du Nord avec les polluants que ça envoie. Donc il y a une demi-mesure là-dedans, et c'est vrai que sur la façon dont c'est fait, je trouve que je comprends pas qu'ils n'avaient pas déjà fait un truc où ils disent bon vas-y, on va les pêcher,
on va les tuer de manière propre dans des conditions qui sont pas genre sur une plage où tout le monde est dans le truc sanguinolent. C'est incroyable, mais c'est une vraie source de protéines pour eux. Est-ce qu'ils en ont besoin ou est-ce qu'il faut qu'elles viennent de l'autre bout de la planète par des moyens qui émettent énormément de CO2? Je suis pas sûr. Est-ce qu'il faudrait qu'ils mangent plutôt des algues qui poussent à côté de chez eux? Ouais, mais c'est encore il y a beaucoup de choses qui sont de toute façon à chaque fois des cas particuliers sur lesquels il faut faire des études au propre. Global, enfin, tu vois, honnêtement, je pense que les valeurs de Poiscaille et les critères sur les techniques de pêche, je pense qu'elles ont été influencées par les discours de Bloom, tu vois, qui en fait, un jour ils ont dit le chalut, c'est pas bien, etc. Moi, j'étais au ministère à l'époque, je disais, c'était gros con, Bloom, ils comprennent rien, machin, n'importe quoi, etc. Enfin, tu vois, et en fait, parce que leur méthode était peut-être... Enfin, tu vois, moi, j'étais là à détailler plein de trucs techniques aux gens avec qui je parlais et tout ça. Mais en fait, pour moi, c'est une bonne chose qu'on se dise aujourd'hui, le chalut, est-ce qu'il a encore sa place? Il faut le questionner. Et c'est bien qu'ils aient monté mais il faut faire le test, quoi. Ouais, il faut le tester. Tu vois, aujourd'hui, quand même, un truc sur le sujet de la durabilité, t'as plein de bateaux qui pêchent au chalut qui sont pas viables économiquement si ils payent pas le carburant la moitié du prix que nous, on le paye à la pompe. Ouais. Tu vois, le carburant, il est payé par les pêcheurs 90 centimes d'euros aujourd'hui parce qu'ils payent pas les taxes qu'il y a dessus. Et il y a plein de bateaux de pêche qui sont même pas viables si tu leur accordes pas cet avantage, qui est considéré maintenant à l'échelle internationale comme une subvention. Ouais. Ce qui est toujours discutable, quoi. Et les pêcheurs disent oui, mais nous, on nous a demandé d'aller produire, etc. Donc c'est pas forcément, est-ce que c'est légitime ou pas à nouveau, mais c'est même pas viable économiquement. Donc moi, je trouve ça bien qu'ils portent ce discours-là et qu'ils mettent le débat sur la table. Ce qui est dommage, c'est que tu as le sentiment qu'on est capable de la faire, cette transition. Tu vois, on peut mettre de l'argent pour innover. On met, tu vois, tout ce qu'on donne aujourd'hui en subvention directe ou indirecte, on pourrait peut-être l'utiliser un peu mieux, quitte à dire à des pêcheurs, faites un peu de jachère et 3-4 mois par an, ralentissez un peu, mais on va se débrouiller pour qu'il y ait encore un circuit logistique et encore des transformateurs, qu'ils soient pérennes, tu vois, qu'ils ne s'arrêtent pas. Et je me dis, en fait, il suffirait, c'est pas facile à dire, de quelques milliards pendant une dizaine d'années, enfin, ça ferait quelques milliards par an pendant une dizaine d'années, pour en fait faire reposer les océans, revenir à un état de stock qui soit largement supérieur, et tout le monde pourrait pêcher en dépensant beaucoup moins d'énergie, de temps en mer, etc., beaucoup plus, enfin plus qu'aujourd'hui, ou voire au moins autant, et tout le monde serait dans une situation largement apaisée. Mais ça, c'est vrai que politiquement, c'est dur à lancer. C'est un programme de fou. Et il faut être sûr que t'es pas derrière un autre gouvernement qui dit non, ça, c'est bon, laisse tomber. Comment tu fais pour l'ancrer durablement? Avec, rapidement, parce qu'on va conclure cet épisode, mais avec du coup ce que tu as appris avec Poiscaille et ce que tu as créé, est-ce que tu as envie après de revenir dans une position politique où tu peux essayer de mettre en place justement ce chemin de transition? Ou est-ce que tu penses que c'est quand même plus facile d'être à ton endroit aujourd'hui avec Poiscaille? Alors je sais que je retournerai pas dans un service de l'État, ou en tout cas avec des ambitions beaucoup plus petites, peut-être à une échelle locale, tu vois, de dire en fait tiens, allons s'occuper de cette zone-là si j'en ai l'opportunité, tu vois. La transition écologique passera beaucoup par le territoire de toute façon. Voilà, donc tu vois, ça c'est un truc auquel je pourrais aspirer. À l'échelle nationale ou européenne, aujourd'hui, tu vois, j'aurais pas l'énergie J'ai l'impression que c'est un sacerdoce de plusieurs années, voire dizaines d'années. Est-ce que tu t'empâtes pas un peu dans un truc où tu es dans cette position-là et tu bouges pas beaucoup? Enfin, je pense pas que j'arriverai à avoir être aussi loin du terrain. Ça, j'y crois pas trop aujourd'hui. Je crois plus qu'avec l'argent qu'on donne, nous, Poiscaille, aux pêcheurs, on change les choses. Tu vois, on arrive à toucher 5% de la flotte en 10 ans. C'est frustrant. Moi, j'aimerais bien que ce serait déjà à 10, à 15, à 20. Mais j'ai l'impression que ça va presque aussi vite que si je faisais
15 ans de politique pour arriver à faire un amendement qui dit que tiens, on va mettre un box à langoustine, on va pêcher au casier et que 2 ans plus tard, ce soit rayé en disant non, mais désolé, on va changer. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup pour cet échange, c'était hyper intéressant, cette plongée, je pense qu'on appellera l'épisode immersion dans le monde de la pêche, parce que c'est très très différent de ce qu'on aurait pu s'imaginer si j'avais... En fait, j'ai hésité, est-ce que j'interviewe une ONG là-dessus, sur ce sujet-là, où en fait le point de vue est souvent effectivement un peu radical de l'autre côté, même si je suis assez d'accord avec leur position. Ou est-ce que du coup j'essaye d'avoir un point de vue plutôt d'une personne qui est dans ce milieu du travail, qui a les acteurs avec qui tu travailles main dans la main depuis tous les jours, et du coup je trouve ça très très cool. Merci du coup au Crayon Média qui nous a mis en relation, c'est cool. On avait promis à nos auditeurs un petit code avant de partir. Qu'est-ce que tu veux mettre? Moi j'en ai un en tête si jamais tu... Alors toi, moi je peux te donner la réduction, c'est... les 3 premiers paniers avec 10 € de réduc. Donc 30 € offerts en s'inscrivant à un abonnement à la semaine ou à la quinzaine. Les 3 premiers paniers, 10 € de réduc pour les auditeurs. Je te laisse déterminer le nom du code. Le code, ce sera soupe de poisson. Soupe de poisson. Ouais, parce qu'on en a une sur la table juste devant. Donc c'est soupe de poisson. On vous le mettra dans la description aussi, histoire que vous ne fassiez pas d'erreur sur les S et ce qui va, ce qui ne va pas. Et vous bénéficierez du coup de 30 € sur vos 3 premières commandes. Enfin 10. Donc n'hésitez pas à aller commander chez Poiscaille, ça soutient en plus la production française le long de notre côte et les pêcheurs vertueux. Merci beaucoup, et puis moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'ici une dizaine de jours. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous abonner, surtout si vous avez passé 1h10 avec nous, c'est que vous faites partie de nos auditeurs préférés, donc c'est vraiment dommage de passer à côté de ça. Mettez un cœur, mettez des commentaires. Envoyez-nous soupe de poisson aussi sur le compte Instagram de Poiscaille, sur mon compte Instagram, histoire de vous montrer que vous êtes allés jusqu'au bout. Ça nous fait toujours plaisir de voir que vous êtes encore là. À très bientôt et je vous embrasse. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.